Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Nous sommes avec Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances. Bonjour Grégory. Bonjour Lucas. Tu as un parcours d'ingénieur, tu es passé par plein de boîtes différentes, plein de villes différentes, tu es allé aux US. Mais avant de commencer sur ta carrière, comment tu aimes te présenter ? J'aime beaucoup dire que je fais des choses qui m'amusent avec des gens avec lesquels j'ai plaisir à travailler et qu'on essaye de changer un peu le tourisme et d'avoir de l'impact en faisant quelque chose avec des équipes qu'on embarque et qu'on fait sourire. Voilà. Super. J'avais vu dans une précédente interview que Pierre et Vacances était quand même une des marques les plus connues des Français dans le voyage. Je sais plus, 60-70%. On a plus de 70% de notoriété. Donc c'est une marque qui est ultra connue partout en France. Et effectivement, quand on l'a récupérée en 2020, on va dire que la marque était connue mais gagnait pas d'argent, que le modèle n'était pas clair, que le client était un peu déçu. Donc on a gardé cette notoriété, on l'a même fait monter à 79% de noto et on a travaillé, repris tous les éléments qui faisaient la force de cette marque pour en faire aujourd'hui, je pense, un acteur en forte croissance sur le tourisme. On va revenir sur ton parcours, mais juste avant, est-ce que tu peux décrire un peu Pierre et Vacances, les différentes marques que vous avez ? Ouais. On connaît Pierre et Vacances, mais on ne connaît pas forcément les 3-4 typologies de séjours que vous avez. Alors en fait, Pierre et Vacances, c'est globalement 200 destinations en Europe. Historiquement beaucoup en France, mais on s'est développé en Espagne. On a ouvert l'Italie, le Portugal, la Suisse et on a plein d'autres destinations en tête. On propose des vacances pour des familles dans des endroits qui sont ultra bien localisés avec des équipes qui sont là pour chouchouter nos clients et en faisant que nos clients peuvent découvrir ces destinations. Donc on a les plus beaux spots à la fois à la montagne et sur le littoral. Donc on est très attentif à mettre notre marque là où les clients ont envie de partir et on les aide en fait à découvrir ces destinations avec un service. Et on a beaucoup d'appartements, mais on propose aussi des hôtels. On s'adapte aussi en fonction des attentes des clients. On va revenir sur le groupe. Pour parler de toi, tu as un parcours singulier. On aime bien dire ça en général. Tout le monde aime dire ça, mais tu as un profil ingénieur central qui passe sur du digital. C'est assez rare, même très rare. Qu'est-ce qui fait que tu as switché à ce moment-là ? J'ai entendu dire sur un podcast que c'est un prof, un ou une prof qui t'a un peu... est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font te dire « Ok, bon, la science, j'aime bien, mais je vais aller sur autre chose ». Alors en fait, c'est les opportunités. Moi, je crois beaucoup aux gens qu'on rencontre. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais bon en maths, donc j'ai fait ingénieur, j'ai avancé. À un moment, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire des équations mathématiques toute ma vie ?» La réponse au fond de moi, c'était « Je pense pas ». J'ai rencontré effectivement un prof sur de la stratégie qui m'a vraiment donné envie et qui m'a dit le conseil, c'est vraiment une belle façon de découvrir des entreprises, des opportunités, des choses. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans dans le conseil. Je suis Oliver Wyman. J'ai fait beaucoup de choses très marrantes. Et au bout de 8 ans, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, DG de Pro Vacances, qui m'a dit je veux sortir du groupe Opodo, donc Amadeus, et on veut en fait lancer la boîte, faire un LBO et continuer à accélérer la croissance. On a besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur cet aspect sortie. Donc je suis resté là-bas 3 ans et demi, super. Je me suis beaucoup amusé. C'est ma première expérience dans le tourisme. Et pareil, à un moment, on finissait le premier LBO. J'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me proposer un poste à Marseille pour être DG d'Abritel. Et me voilà parti dans un très beau groupe qui s'appelle HomeAway. Et j'ai été DG d'Abritel pendant 3 ans. Après, ils m'ont proposé de partir aux États-Unis au Texas. Donc, une première expatriation très marrante avec toute la famille. Là, tu passes de Paris, Marseille au Texas. Ouais, je pense que là, le premier choc, c'était Marseille. Je redonne toujours la même anecdote, c'est très marrant. J'arrive, donc c'était vraiment scale-up, une boîte quand on arrivait 30 personnes. J'arrive, j'ouvre la porte et là, je vois quelqu'un
avec le maillot de l'OM, des tatales, en train de dire bonjour Grégory. Et là, je me suis génial. Voilà. Donc ça, c'est tous les clichés réunis. Voilà. Et pareil, quand je suis arrivé au Texas, une première des personnes qui m'a accueilli, c'était quelqu'un avec un chapeau de cow-boy. Et on y est, quoi. On est dans le cliché, mais ça marche bien. Voilà. Et après, je suis reparti à Londres. Et me voilà en France dans le groupe depuis 10 ans. Et depuis 5 ans déjà de Pierre et Vacances. Envie de rester en France ou t'as encore des envies d'ailleurs? Pour l'instant, Pierre et Vacances, c'est une expérience qui est super. J'ai une super équipe. On a vraiment retourné une boîte. On a refait, c'est vraiment une marque incroyable, tu l'évoquais tout à l'heure. On a remis les fondations en place et là, on est dans une nouvelle phase qui est la consolidation du marché en Europe. Et je pense que ça va nous amener, on a encore un peu de travail sur quelques années et après, on verra. Voilà. J'ai une petite question un peu méta, mais moi, j'ai un profil très latin, plus commercial. Et pourtant, j'adore travailler avec des gens qui ont un profil scientifique. Et j'ai l'impression que partout où il y a des profils scientifiques, c'est là où ils sont les meilleurs. Enfin, c'est là où on découvre des talents. Parce qu'il y a une logique d'itération, de cadre. Il y a une intensité du travail quand tu fais des grandes études d'ingénieur. Est-ce que tu remarques ce pattern dans tes équipes quand tu recrutes? Est-ce que tu vois que les ingénieurs ont toujours même sur la partie commerciale, les ingénieurs sont très bons. Parce qu'en fait, ils écoutent. Il y a de l'humilité. Ils taffent. Il n'y a pas d'idée préconçue. Ils l'ouvrent pas tout le temps. Mais en fait, ils sont très précis. Et j'adore m'entourer de ces profils-là. Est-ce que tu constates ce pattern dans tes équipes? Alors, oui. Alors, c'est très marrant parce que le directeur commercial de Pierre et Vacances, qui est quelqu'un de très brillant, est un ingénieur. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très humble, qui travaille, qui écoute les données et qui, en plus, a cette capacité à entraider les équipes. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des très bons ingénieurs. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que pour moi, ce qui marche le plus, c'est la diversité des profils. Et d'essayer en fait de créer une équipe qui ait une complémentarité. Je travaille beaucoup avec les couleurs qui s'appellent Insight. Et en fait, historiquement, moi, je suis très rouge, donc très dans l'action, la direction, donner de l'inspiration. Mais en fait, je me rends compte qu'une équipe qui marche bien, et une équipe qui se fait confiance, c'est une équipe où il y a beaucoup de profils différents. Et les ingénieurs, ils sont beaucoup dans le bleu, c'est-à-dire beaucoup dans la réflexion. S'il n'y a que du bleu, ça n'avance pas. Donc, il faut du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Il faut toutes les couleurs du spectre. Et j'ai la chance dans mon codir d'avoir finalement toutes les couleurs qui sont représentées. Et c'est cette multiplicité des couleurs et des profils qui fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment une capacité à avancer et à être complémentaires dans l'équipe. Ce modèle des couleurs, tu l'as quand même bien en tête. En vrai, on l'a vu quasiment dans toutes les entreprises. J'ai l'impression que toi, c'est assez ancré. Est-ce que tu as ce réflexe maintenant quasiment quand tu parles à quelqu'un de catégorie, ok, là ça va être du bleu, là ça va être du jaune? En fait, c'est venu parce que, effectivement, quand j'étais chez Abritel, j'ai découvert cet outil parce que quand on est très polarisé sur une couleur, en fait, on a des forces, mais on peut avoir des faiblesses. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que les autres couleurs, ça permet de créer cette complémentarité. Et effectivement, c'est une grille de lecture qui est à la fois très utile et en même temps très simple. Parce que les gens rentrent dans des cases, en fait. Et oui, en fait, ça permet aussi d'ajuster sa communication et d'adapter la manière dont on travaille avec les gens. Je suis très attentif à ça. Donc, effectivement, toutes mes équipes sont passées par le truc des couleurs et on fait ça ensemble. Et ça, en plus, un côté très marrant. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que tout Pierre et Vacances est passé par ces couleurs, mais il y a une grosse partie du siège, en fait, qui est déjà passée par là. C'est un très bel outil que je recommande à tout le monde. Donc, en 2020, tu rejoins Pierre et Vacances. En faisant mes recherches, évidemment, comme toute société qui accueillait du public, c'était compliqué le Covid. Ça a mis à mal l'entreprise. Moi, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il y a le challenge, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu dis, ok, je vais tenter, le bateau il est en train de prendre l'eau, mais j'y vais quand même. Est-ce que tu n'as pas eu peur? Est-ce que tu te dis, mince, où est-ce que je m'embourbe là? J'ai entendu dire dans un podcast que tu travaillais souvent sur la top line, sur l'acquisition. Là, c'est un autre métier. Ouais. Le challenge, est-ce que c'est que du challenge, qu'il y a autre chose qui fait que tu te dis, ok, je vais rejoindre Pierre et Vacances en 2020? Alors, en fait, c'est Covid. On est un peu dans l'intensité. Alors, moi, j'étais déjà dans le groupe. Je m'occupais à l'époque du digital et du commercial. Donc, je savais la force de la marque. On me propose à ce moment-là de prendre la direction générale. J'y réfléchis beaucoup. J'en parle beaucoup à ma femme pour avoir. Et en fait, à la fin,
je me dis, en fait, le challenge est incroyable parce que c'est une marque incroyable. Pendant le Covid, objectivement, on a travaillé comme des fous. On a réussi à s'en sortir. Je me dis, on ne va pas s'arrêter là. En fait, on ne va pas partir ailleurs. Il y a tellement de potentiel sur la marque qu'à ce moment-là, je me dis, on va tenter. Et depuis 6 ans maintenant, je pense que tous les jours où je vais au bureau, je me dis que j'ai eu raison de prendre ce petit pari un peu fou. Parce qu'effectivement, là, je dis c'est super, mais quand on est allé, on n'avait pas de cash, on n'était pas sûr qu'on allait tenir jusqu'à la fin d'année. Mais aujourd'hui, c'est une super satisfaction. Et c'est pour ça, en fait, que je dis toujours, il faut savoir prendre des risques. Et c'est aussi parce que quelqu'un m'a proposé le poste, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui m'a dit, fonce, le challenge est incroyable. Voilà. Toujours dans cette histoire des rencontres et des gens qui font que on a envie d'avancer et de leur faire confiance aussi. Quand on parle un peu du marché ou quand on écoute un peu les informations, on se rend compte que le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet, que les gens partent moins. Il y a des vrais sujets autour, évidemment, de la consommation. Et pour autant, tous les groupes, en tout cas les gros, sont en explosion, sont des périodes d'acquisition, même de premiumisation, quasiment tout le monde. Donc je me dis, par rapport au bruit qu'on entend, aux signaux, qu'est-ce qui fait qu'on a une dichotomie entre le marché qui explose et les Français et les Européens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible en ce moment? C'est une très bonne analyse. En fait, depuis la sortie du Covid, on va dire 2022, parce que 2021 était une période un peu transitoire, en fait, les Français et les Européens, parce qu'on a 50% de nos clients qui sont européens, ils ont sanctuarisé les vacances. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de 2 ans où ils étaient confinés, soit complètement, soit partiellement. Et ils se sont dit, les vacances, ça va être ma priorité. Donc pendant 2 ans, ça a vraiment été, on part beaucoup, on part plus souvent, on met de l'argent dans nos vacances. Et donc il y a effectivement un redécollage du marché du tourisme. Ça s'est beaucoup polarisé autour des belles marques, des grosses marques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait aussi cette sortie du Covid, vous n'aviez pas envie de prendre de risques. Donc, Pierre à Vacances, on s'en est tiré. Il y a plein d'autres acteurs qui ont justement... et en parallèle, nous, on a aussi premiumisé notre stock. C'est-à-dire qu'on y reviendra après. Qu'est-ce qu'on a fait sur PV, Pierre à Vacances ? On a dit, la marque est belle, mais il faut qu'on remette de l'attention sur le client. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, entre un phénomène de fond avec des clients qui veulent partir en vacances et le très bon travail qu'on a pu faire pour faire monter en gamme nos produits, améliorer le niveau de service qu'on propose, ça a effectivement attiré, rempli plus nos destinations, et donc on a continué à grossir, et donc il y a effectivement eu cette forte croissance. On voit cette année qu'on est là dans une période qui est extrêmement étrange, c'est-à-dire que, et je parle avec beaucoup de personnes, de DG dans des secteurs différents, on voit à la fois beaucoup de volonté de continuer à partir en vacances et en même temps des forts moments de ralentissement avec des explications qui sont de plus en plus difficiles à donner. Il s'est passé des choses en Iran, on se dit tiens, la France va exploser en termes de destination. Pas tant que ça. En fait, ça marche. On continue à avoir des belles tendances, mais il n'y a pas un report massif de l'étranger vers la France. Parce que les gens sont attentistes, les gens, ils ont peur, les gens, ils voient l'essence qui monte, etc. Donc nous, notre métier, c'est de continuer à se dire, on ne pourra pas lutter contre cette morosité ambiante, mais on est là pour apporter de la joie, on est là pour leur proposer des vacances qui soient les plus qualitatives possibles, et on a été très attaché depuis le début à rester à un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que moi, la montée en gamme à tout prix, pour aller faire du 5 étoiles hors de prix, ce n'est pas notre positionnement. On a 2 millions de clients, on a envie que nos clients nous suivent. Donc on a la possibilité de les faire monter, donc on propose du 3 ou 5 étoiles, qu'on a des clients qui montent quand ils viennent plus âgés, quand ils ont plus de moyens. Mais on est aussi là pour proposer des vacances pour, globalement, beaucoup de Français et beaucoup d'Européens. Et c'est cette capacité à être focalisé sur le rapport qualité-prix qui fait qu'on tire notre épingle du jeu. Mais le marché, il est, depuis le Covid, ça monte, ça baisse. Et voilà, c'est une visibilité que je qualifierais de limitée. Intéressant. Du coup, les Français et du coup les Européens aussi continuent de partir en vacances, ils n'y touchent pas, quitte à serrer la ceinture toute l'année. Parce que j'ai constaté en tant que simple citoyen, j'étais dans le sud de l'année dernière, c'est que les restaurants sont vides. Exactement. Quand j'étais Côte d'Azur, on va au resto vide. Ouais.
Donc je me dis, ok, peut-être que c'est cette poche-là aussi qui va être piochée parmi les vacanciers, de se dire en fait, bon, bah, on va partir au camping, en vacances, et peut-être qu'on va pas toucher à ça et se faire à manger à la maison. Et Complètement, c'était un des exemples que je voulais donner, c'est aujourd'hui les gens ont sanctuarisé les vacances, mais en 2022, c'était je pars, je vais beaucoup au resto et je prends des hébergements, donc des résidences, des hôtels. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que les gens continuent à partir en vacances, chez nous et chez d'autres acteurs, mais ils ont effectivement énormément réduit les dépenses en restauration. On était sur du moins 20, moins 30 sur la restauration. Et je pense qu'il y a une forme d'emballement autour des prix, cette obsession du rapport qualité-prix qui pour nous est quasiment un des indicateurs les plus importants. Tant qu'on propose un rapport qualité-prix en croissance, ça veut dire que quelque part nos clients sont ravis de ce qu'ils ont et qui vont continuer à nous accompagner. Et on ne s'est pas trompé jusqu'à aujourd'hui. Il y a une vision interne qui a été lancée par le groupe, Réinventons 2025. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que c'est que de l'interne ou est-ce que ça aura un impact sur le client demain qui vient chez vous? Alors, effectivement, nous, notre focalisation, c'était de reconstruire les bases de Pierre et Vacances et on est reparti du client. C'était notre obsession. À l'époque, notre NPS, qui est Net Promoter Score, un indicateur de satisfaction, il est à 19. C'est pas terrible. C'est pas catastrophique, mais c'est pas terrible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris site à site, on a remis de l'intensité, piloté des plans d'action. On a également travaillé sur beaucoup de sujets transverses, le Wi-Fi, les matelas, les TV, l'accueil, le service. On a repris tout, en fait, le service. Et aujourd'hui, cette année, notre NPS va être à 50, à plus de 50. Donc, on a fait plus que 30 points d'augmentation globalement en 5 ans. C'est une perche qui est extraordinaire. Franchement, je félicite les équipes pour le travail qui a été fait. Et ça, c'était le point central. Parce que quand on a un client content, en fait, vous pouvez faire des hausses de prix, vous pouvez lancer de nouveaux concepts, vous pouvez ouvrir de nouvelles destinations, mais c'est la base. Un client content, il revient, il en parle autour de lui. Et ça, c'était l'élément principal. C'était d'autant plus important qu'on est dans une période où, comme je disais tout à l'heure, en 2020, on n'a pas de cash. Donc, j'ai dû réduire les coûts de manière importante avec mon codir. On a travaillé là-dessus. Moi, je demandais à nos équipes sur le terrain, leur obsession, c'était le client. Quand vous commencez à redonner de la joie, quand vous redonnez des idées positives et leur dire, vous avez quelque chose sur lequel vous allez progresser, c'est le NPS. En fait, toutes les équipes, l'énergie des équipes a été mise autour de ça. Et nous, on a pu traiter le reste. Ça ne veut pas dire que c'était dans la joie et la bonne humeur. Réduire les coûts, c'est jamais marrant. Mais c'était ultra important pour les équipes. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, on a effectivement énormément simplifié nos modes de fonctionnement. On a réduit le nombre de personnes. On a changé mon comité de direction globalement complètement pour redonner de l'allant, pour simplifier. Donc, les coûts ont beaucoup bougé. Et on a remis de l'intensité sur la gestion de nos sites. On avait des sites qui étaient déficitaires. On les a repris un par un. On avait 35% de sites déficitaires en 2019, après Covid. Et là, aujourd'hui, on est à moins de 10%. On a fait un travail pareil. Voilà, les équipes ont fait un travail colossal. Et ce n'est pas une personne, c'est de la finance qui travaille avec l'exploitation, qui travaille avec des RH, qui travaille sur le développement de nos équipes qui ont amené à ce sujet-là. Le troisième axe sur la réinvention, ça a été l'aspect RSE. La RSE, en fait, en 2020, c'était un élément de notre ADN de marque. Nous, on est quoi? On est là pour proposer des vacances dans les plus beaux endroits en Europe, mais on le fait de manière, finalement, très respectueuse de l'environnement, depuis très longtemps. On ne l'avait jamais vraiment mis en avant. Donc, on a remis cet élément au centre. Notre objectif, il est double. On a un premier objectif qui est proposer des vacances, ce qu'on appelle un tourisme local bas carbone. Dans nos destinations, vous allez dans des endroits où finalement, vous n'y allez pas en avion beaucoup, vous y allez beaucoup en voiture, donc c'est respectueux de l'environnement. On est très attentif à proposer des prestataires qui sont respectueux de l'environnement et on propose en fait des choses qui font que les gens découvrent les destinations en finalement ayant une empreinte carbone limitée. Et on le fait avec beaucoup de plaisir en donnant accès aux meilleurs prestataires. Ça, c'était un point important. Et on a aussi travaillé sur la trajectoire carbone. Ça, c'est plus commun, tout le monde le fait. Et nous, on y a mis pareil. La méthode Pierre et Vacances, c'est des data, du focus, de l'expérimentation et de la généralisation. Aujourd'hui, l'ambition, c'était
à horizon 2030, on devait faire diviser par 2 notre trajectoire carbone. Aujourd'hui, on a 1 an d'avance. Donc, on y est quasiment. Et ça s'est fait parce qu'on a impliqué les équipes. Donc, on est très fiers de cette double ancrage, la réduction de l'empreinte carbone et en même temps, la mise en avant d'un tourisme local bas carbone qui donne envie à nos clients. Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, je dirais c'est peut-être même central, c'est tout le travail autour des équipes. On est obsédé par le fait de donner des opportunités aux talents. On est obsédé par le fait... Combien de collaborateurs, pardon ? On a 3000 collaborateurs. Et on essaye vraiment d'identifier les talents, de leur donner des opportunités, de les faire évoluer dans l'organisation, de les faire voyager. Et aujourd'hui, en fait, moi, dans mon comité de direction, on en parlait tout à l'heure, j'ai des ingénieurs, mais j'ai des gens qui sont très atypiques. J'ai un ancien virtuose, un ancien développeur qui est aujourd'hui CFO, j'ai un contrôleur de gestion qui est aujourd'hui directeur des exploitations. On les a vraiment fait voyager, plutôt des gens jeunes, beaucoup plus jeunes que moi en tout cas. Et on a fait ce travail un peu partout. Et l'exemple un peu ultime, c'est mon directeur en Espagne, qui est un gros pays chez nous, qui fait 130 millions de chiffre d'affaires, donc qui gère quand même un beau pays chez nous. Il a 34 ans. Et il est DG depuis 3 ans. Tu vois, pour comprendre, faire monter en compétences ou du moins amener les talents, est-ce que ça se fait d'instinct où vous voyez un peu les talents et vous voulez les garder et vous vous concentrez en vrai sur le 10-20 meilleur, 10-20% meilleur? Est-ce que vous avez un process carré, tout le monde a ses KPI, du moment où tu passes dans le vert, on va avoir un entretien individuel? Comment concrètement on pourrait le sentir si on venait chez vous? Ouais. Alors déjà, oui, il y a des KPI. C'est-à-dire qu'on a un process d'évaluation qui est très structuré, avec des objectifs chiffrés, une évaluation qui est faite tous les ans et avec un point à mi-année. C'est des éléments importants. Et c'est important parce qu'on doit donner la visibilité aux équipes. Donc ça sert. Maintenant, est-ce qu'on est dans un mode où il n'y a que les KPI? C'est avant tout l'évaluation par les managers qui permettent d'identifier. Donc on utilise une méthode qui s'appelle les 9 box, performance potentielle. Et on essaye d'identifier les talents ou les futurs talents. Et ces gens-là, en fait, on les suit en leur donnant des plans d'action, des opportunités, en essayant en fait de leur donner une façon de révéler leurs talents. Et le talent, c'est à tous les niveaux. On peut être sur le terrain, être N-2 d'un directeur et avoir beaucoup de talent. Et donc, on donne les opportunités, on suit ces plans d'action et on voit en fait les gens qui se révèlent. Et l'idée, c'est toujours donner plus de responsabilités. Et à un moment, on les promeut et on les fait évoluer et on continue de les suivre. Et en fait, ça permet de faire que les gens vont beaucoup plus vite chez nous qu'ailleurs. Tu regardes les placements de poste qui marchent. Et je pense qu'ils le font en plus dans une atmosphère... parce que, je disais, cette obsession du développement des talents, elle est aussi associée à un truc qui est très important. Et c'est nous, on a mis le plaisir au centre de notre EVP, donc la manière dont on présente la marque, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on s'amuse. Moi, je dis, une journée où il n'y a pas 3 fous rires, c'est pas une bonne journée. Donc, on est vraiment sur ce sujet-là, et les gens s'entendent bien, on donne les opportunités. On n'a pas les plus beaux salaires voilà, on ne peut pas concurrencer des acteurs dans la tech, mais en tout cas, nous, on donne des opportunités d'évolution. Et on donne un contexte de travail qui fait que les gens s'amusent beaucoup et restent beaucoup. C'est une question un peu psychanalyse de comptoir, mais j'y vais quand même. Il y a un mot qui revient souvent, c'est m'amuser. Ouais. Ce qui est assez rare quand on parle à des gens de direction de poste. Voilà. Tu devais un peu creuser d'où ça devient ce mot très précis que tu utilises souvent, d'où ça devient. Ah, m'amuser? Ouais, t'amuser. Sur les différents podcasts que j'ai entendus, à chaque fois que tu prends un poste, on te dit tous les Américains n'ont pas voulu ce poste, mais tu peux t'amuser. Pareil pour les vacances, tu peux t'amuser. C'est pas anodin, il pop pas par hasard ce mot. Non, mais parce qu'il y a 2 choses. Dans amuser, il y a le côté à la fois vraiment central dans ma vie. Moi, je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que mes équipes diront que j'ai un humour assez atypique, ce qui, dans leur bouche, veut dire pas toujours drôle. En tout cas, je tente. Et c'est important pour moi et je ne mets aucune différence entre ma vie perso et ma vie pro. Je suis la même personne.
Donc, vu que j'aime beaucoup rire, sourire, faire que les gens s'amusent, j'aime créer en fait des endroits où les gens ont du plaisir, je le fais aussi dans le business. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, c'est important. Et dans le côté s'amuser aussi, le deuxième mot, c'est il y a un côté un peu inconnu. C'est-à-dire que j'aime pas la routine. L'aventure. S'amuser, c'est aussi pas vraiment savoir ce qui va se passer. Et Pierre et Vacances, quand je suis parti aux États-Unis, quand je suis retourné à Londres, en fait, il y avait une part d'inconnu assez forte, mais dans un contexte où j'étais rassuré parce que je connaissais les gens. Mais il faut qu'il y ait une partie en fait, où on se jette un peu dans la piscine et on ne sait pas trop s'il y a 1 mètre d'eau ou 3 mètres d'eau. Mais on sait que globalement, c'est mesuré comme risque. Voilà. Très bien. Je reviens rapidement sur le NPS. Tu passes de 20 à 50. On a l'impression qu'il y a un côté un peu magique. C'est quoi le Pareto ? En fait, tu arrives dessus, tu vois les chiffres. D'avoir un Pareto où avec 20% d'énergie, tu vas résoudre peut-être 80% des problématiques. Quand tu arrives sur ce chiffre-là, tu dis, putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait en fait ? C'est quoi les problèmes ? En fait, je passe beaucoup de temps sur le terrain. C'est le deuxième truc en fait dans mon mode de fonctionnement. C'est je pense que beaucoup trop de gens passent trop de temps à Paris. Et nous, nos clients, en fait, ils viennent passer à Paris. Bien sûr. Nos 200 destinations, elles sont au bord de l'eau ou à la montagne. Donc, il faut passer du temps sur le terrain. Et en fait, les 3 premiers mois, j'étais beaucoup à visiter les sites. Et en fait, j'entendais, nos équipes ultra mobilisées. Je parlais des clients et les clients me disaient qu'ils adoraient Pierre et Vacances. Et en fait, quand je lisais les questionnaires, quand j'écoutais les clients, ils disaient « c'est super, mais il y a des petits détails. Mais ça, c'est pas bien fait. Mais ça fait 10 fois que je dis qu'on devrait s'en occuper. » En fait, c'était un manque d'attention aux détails. Donc, en fait, ça n'a pas été un Pareto. Ça a été le changement de culture. Ça a été... déjà, j'ai mis l'équipe AI au centre. C'est le NPS mesuré toutes les semaines. Donc, quand vous déjà mettez de l'intensité, ça permet aux gens de comprendre qu'on ne va plus pouvoir raconter des histoires. Un truc marrant, c'est au début où je lance cette initiative, j'ai pas mal de directeurs qui étaient en mode défensif. C'est-à-dire que le principe, c'est quand ça n'allait pas, ils m'expliquaient pourquoi ça n'allait pas. Donc j'ai eu beaucoup, il ne faisait pas beau, les ascenseurs étaient cassés, etc. Et en fait, assez vite, on a commencé à dire oui, très bien, mais ils faisaient le même temps dans 3 sites qui sont à 15 km, et eux, le NPS, il est monté. Donc en fait, assez vite, on a fait comprendre aux gens qu'on ne pourrait pas éluder que le mode de fonctionnement qui était le KPI, le suivi, les plans d'action. Et c'est en fait cette culture qui a permis de déjà changer les choses. On a changé quelques directeurs, parce qu'il faut aussi, quand on veut changer, il faut aussi changer les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir le faire. Et après, ça a été du travail sur des sujets transverses, je les ai évoqués tout à l'heure, des choses comme le Wi-Fi, les télés, l'accueil, le service, le recrutement, et des sujets plus locaux. Et aujourd'hui, en fait, les équipes se sont pris au jeu et le NPS, il continue de monter tous les ans. Et les équipes trouvent des nouvelles choses et on teste et on expérimente et tout le monde partage. C'est vraiment devenu un cercle vertueux. Alors, j'ai appris qu'il y avait une limite au NPS, c'est 100. Donc, il va falloir que... Bon, en fait, on a encore un peu de chemin pour y arriver, mais on est assez proche maintenant. Voilà. Dans le retail, les équipes sont beaucoup objectivées. Il y a des bonus sur le NPS. C'est le cas chez vous ? Ah oui, c'est... historiquement, ça l'était. On a augmenté la part sur le NPS. Et depuis 5 ans, en fait, les équipes touchent globalement, en moyenne, parce qu'il y en a qui ne touchent pas, mais 100%, plus de 100% de leur objectif, de leur bonus variable. Parce que ça marche. Dernière question sur le NPS. Est-ce qu'il faut améliorer des choses constamment ou est-ce que c'est aussi essayer de faire noter ceux qui sont contents puisqu'on a plus envie de l'ouvrir quand on n'est pas de base? Ou est-ce que tu as envie de dire, en fait, c'est juste qu'on a 30 points de NPS, mais c'est juste parce que c'est les 1% qui parlent, alors que si les 99, on arriverait à les faire parler, on aurait 60, tu vois. Très bonne question, très bon point. Nous, on a plus de 33, on a un tiers de nos clients qui répondent. Ok. Historiquement, on a un peu augmenté, mais pas de manière drastique. L'objectif, c'est pas de biaiser les choses. Le NPS, c'est l'indicateur qui nous permet de prendre les bonnes décisions. C'est un indicateur interne. C'est pas un indicateur qu'on donne. En fait, on l'annonce pas. Sur la page d'accueil. Voilà, sur la page d'accueil. Nous, on présente la note Google et la note Google, elle progresse aussi depuis 5 ans. On a fait un travail incroyable. On a plus de 4,5 sur 5 sur les 12 derniers mois.
Donc, ça veut vraiment dire qu'on accompagne ce travail. Donc, moi, j'ai aucune volonté de biaiser les choses. Biaiser les choses, ça veut dire qu'à la fin, ça se retourne contre nous. Pour moi, c'est pas biaisé, c'est juste d'entendre là. Parce que justement, ça peut être biaisé que d'entendre que ceux qui se plaignent les 1%, alors qu'en fait, le site est extraordinaire. Tu vois. C'est juste oui, alors, globalement, il y a les gens pas contents, ils s'expriment plus que les gens contents. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on dit aux gens, on a facilité la manière de poser de donner un retour d'expérience. Exact. Donc maintenant, on a plus de gens moyennement satisfaits ou satisfaits qui donnent leur avis qu'avant. Mais c'est pas, on n'a pas complètement dénaturé les choses. Quand les gens sont pas contents, ils le disent. Et c'est tant mieux parce qu'un des objectifs, c'est aussi de traiter ces gens mieux. On a réduit le pourcentage de manière très importante de clients pas contents. Et notre objectif maintenant, c'est de les traiter encore plus vite avec des outils comme la GenAI et compagnie pour aller encore plus vite et faire que ces clients qui ne sont pas contents, on en fasse en fait des promoteurs. Parce que quand vous êtes bien géré et que vous avez des soucis, en fait, dans notre métier, on a 2 millions de clients, 200 destinations. Des soucis, il y en a tout le temps. Ouais, c'est sûr. Donc, il faut pouvoir les traiter rapidement et efficacement. Je fais les dernières, j'en ai encore une sur le sujet. Je suis en pleine réservation de mes vacances last minute. La notation Google, je me rends compte à quel point je la regarde. Ouais, aussi. Je vois un camping à 3,2. Est-ce que vous savez, vous, en interne, l'impact de 2 points sur Google Avis? Est-ce que vous savez que, en fait... alors, c'est fou. Il y a des seuils psychologiques, en fait. C'est-à-dire que, globalement, la note n'est pas très importante. Si vous êtes en taux de 3,5, bon courage. Si vous franchissez le 4, ça a un impact mécanique. C'est-à-dire 3, 9, 4, 1, c'est pas pareil. Et après, il y a le 4,5. 4,5, c'est voilà. Donc oui, il y a des effets. Il y a évidemment une corrélation, mais c'est presque une corrélation au moment des passages de seuil. Ok, intéressant. Super. J'ai vu que 40-50% de la clientèle était étrangère, et que la plupart de vos ouvertures aujourd'hui sont internationales. Est-ce que l'avenir de Pierre et Vacances, c'est plus en dehors de France qu'en France? Et l'avenir dans l'acquisition? Alors, on a fait cette phase de remettre à plat. On a des très belles destinations. On a un super service, des clients contents. C'est génial. Depuis 3 ans, on a remis de l'intensité sur les ouvertures. Et on a travaillé avec l'équipe. Et en fait, on s'est dit, la marque aujourd'hui, elle est super connue, 79% de notoriété, je le rappelle, en France. Mais en fait, on a beaucoup de nos clients qui disent « oui, mais c'est génial, mais moi, j'ai envie d'aller ailleurs. » Donc, on a identifié les destinations où ils veulent aller et on est allé négocier, moi, mes équipes développement, avec différents acteurs. Et aujourd'hui, on a ouvert en Italie, en Suisse, au Portugal, continuer à accélérer en Espagne. Donc, oui, le futur de Pierre et Vacances, il va passer par l'international parce que nos clients nous le demandent. Et parce qu'on pense que notre ADN, ce qu'on propose, la manière dont on le fait bien et qu'il y a beaucoup d'opportunités de le faire en dehors de la France. Maintenant, on va continuer aussi de se développer en France. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, en France, on continue d'ouvrir à la montagne, sur le littoral, avec des très beaux emplacements encore cette année. Donc, on est ravis de pouvoir faire ça. Et c'est un élément important parce que le futur, là, dans les 5 ans qui viennent, ça va consolider. Et il faut grandir. Et on a la chance d'avoir une belle marque connue, stable, avec des super outils, avec des forces incroyables en termes de commercialisation, une capacité à amener nos clients à visiter de nouvelles destinations. Et on veut capitaliser sur ces forces et accélérer pour pouvoir participer activement à cette consolidation de marché en étant en fait un des leads sur le futur. Voilà. Je me posais la question par rapport, je reviens au Covid, donc il y a eu le signe noir qui vous a fait très mal. Si on prend du recul, est-ce qu'il n'est pas, ce Covid n'est pas positif si on vient lycée? Parce que depuis qu'il y a le Covid, on voyage beaucoup plus en France. Je vois même des facteurs comme le réchauffement climatique qui fait que tu vas peut-être aussi moins loin. Est-ce que si tu avais une baguette magique, tu pouvais l'enlever, est-ce que tu l'enlèverais ce Covid-là, juste d'un point de vue business? Ou est-ce que finalement les conséquences a posteriori à 5 ans ne sont pas plus positives que l'inverse? Alors, si j'avais le pouvoir de changer les choses... Que business, je ne parle pas de santé et tout, évidemment. Comme je disais, ce serait marrant d'aller voir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait changé aussi vite? Est-ce qu'on l'aurait fait avec cette feuille de route? Est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Je ne pense pas. Donc, je pense en fait que le Covid, ça a été horrible.
Ça a été ultra dur pour la boîte. Au final, on s'en tire bien. La société va beaucoup mieux que pré-Covid. Donc finalement, c'est, comme tu le disais, un élément qui a eu un impact positif sur la boîte. Donc moi, je pense que je le garderai, mais je serais quand même curieux de savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid. Du coup, de manière endogène, ça a changé la boîte, et de manière exogène, il y a des facteurs qui font qu'aujourd'hui, qu'on voulait tous partir en Asie, en Amérique du Sud, et maintenant... Maintenant, les gens, ils veulent partir un peu plus près. Ouais, exactement. Est-ce que le climat va changer les flux touristiques? Parce que j'ai envie de penser que oui, mais d'un côté, vous investissez en Espagne, au Portugal, donc je me dis pas forcément. Alors, oui, la réponse est oui. On voit déjà... Alors, tout ça dépend de la météo d'une année à l'autre, hein, parce qu'on est sur des cycles longs, cycles courts. On voit quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attractivité sur les destinations du nord, donc nord de la France, Normandie, Bretagne, etc. Beaucoup de développement de ces destinations parce qu'il fait moins chaud. Donc, en fait, le risque, vous preniez une canicule, est plus faible. Donc, oui, on a une croissance de ce pays, des zones de la demande. Néanmoins, aujourd'hui, la plus grosse destination, c'est PACA. Ça reste le sud. Donc, si même on doit accompagner et ouvrir de nouvelles destinations plutôt dans le nord, la Belgique, c'est aussi une des destinations auxquelles on est en train de penser. On n'est pas contre, mais on a aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une volonté de voyager sur des zones où vous avez du soleil ou de la neige. Donc, est-ce que la neige, on en aura peut-être pendant 200 ans, peut-être pas. Mais nous, on s'est positionné sur des destinations où on a de la neige garantie pendant encore 20, 30 ans. On a cette chance-là. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que là où on se développe, là où les clients veulent aller, en Espagne, dans le sud de la France, en Corse, de prendre des endroits qui sont à l'abri d'un point de vue trait de côte, donc qu'il n'y ait pas de problématique sur ce sujet-là. Et on essaye de faire des développements les plus respectueux de l'environnement en réduisant au maximum les clims, mais en faisant que cet élément, il est traité. Il y a des fois, on doit mettre des clims, mais il y a des fois, on fait des choses plus naturelles pour s'assurer en fait qu'on met nos résidences à ces endroits-là et que globalement, nos clients ne vont pas subir des canicules intolérables. Donc, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille beaucoup. Ok, donc peut-être que dans 80 ans, on ira plus en Autriche, mais pour les 20 prochaines années, c'est quand même l'Espagne, le Portugal. Les gens, pour les vacances, les gens, ils veulent du soleil. Ouais, je suis d'accord. Le soleil garanti, c'est plutôt le tour de la Méditerranée. Est-ce que tu vois une grande transformation dans le tourisme qui est encore aujourd'hui sous-estimée? Une transformation dans le tourisme qui est encore sous-estimée par le marché? Il y en a eu. En fait, le tourisme, c'est un secteur qui évolue très vite, qui est très lead sur la partie digitale, en fait. C'est un des secteurs sur lequel la proportion de web, de digital a été la plus élevée très rapidement. Et en fait, l'IA fait bouger les choses énormément. Les gens qui disent « moi, je sais exactement ce qui va se passer », je suis ravi. Moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ou plus exactement, j'ai des idées. Mais c'est un peu comme toutes les révolutions. Il faut courir vite. Donc, il faut tester. L'IA, il y a des choses hyper utile. Nous, on le teste. On a un concierge 24/7 qu'on propose à nos clients. Ça marche super bien. On travaille sur des éléments pour améliorer la productivité de nos équipes, sur la partie call center. On est en train de tester des choses sur la partie dev. On fait beaucoup d'expérimentations. Et aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Et ce qu'on sait, c'est que cette expérimentation et l'éducation de nos équipes, ça va les amener en fait à être à même au moment où les choses vont un peu se cristalliser, d'ici, je pense, quelques années, ça ne prendra pas des mois, je pense que ça va prendre plus de temps, qu'on aura en fait commencé à prendre le virage. On fait en fait plusieurs paris en ne mettant pas les œufs au même endroit et donc je crois beaucoup à ce sujet-là. Ça, c'est un premier axe. Le sujet qui va beaucoup bouger pour moi, c'est que c'est un marché extrêmement fragmenté. Alors, je ne parle pas des Booking.com, Expedia dans la distribution, mais en fait, dans les exploitants, les opérateurs, c'est des acteurs de toute petite taille. Et moi, je crois beaucoup à cette consolidation du marché qui va se faire, non pas qu'en France, qui va se faire un peu partout en Europe. Et ça va beaucoup changer les choses parce que, en fait, plus les vacances, c'est important, c'est sacré. Pour passer de bonnes vacances, vous avez besoin d'avoir des garanties. Les notes Google, tu en parlais tout à l'heure, c'est important, mais c'est pas assez. Les marques, c'est quelque chose d'ultra important. Ça coûte de plus en plus cher de faire émerger des marques. Et les écarts entre des marques fortes et des marques faibles, en fait, deviennent de plus en plus importants. Et je pense qu'en fait, on va aller de plus en plus vers des grosses marques
qui vont donner de la réassurance. Et de ce fait-là, ça va consolider forcément. Je vais poser la question. On parlait avec le patron de Homer aussi qui achète beaucoup de camping. C'est quoi les critères que vous regardez pour acheter un camping? Est-ce que vous vous dites en fait, nous... Nous, on n'achète pas de camping. Ouais, non, pardon, mais quand vous achetez un site, quand vous voulez racheter un site, quand on parlait de consolidation, quand vous voulez racheter un site, est-ce que vous êtes plus... en fait, on va regarder ceux qui ont une grande couverture, mais qui n'ont pas bien financièrement, parce que ça va être un bon prix, ou au contraire, on va chercher que des sites qui sont dans une super santé financière. Ouais. C'est quoi le KPI où vous dites là, en fait, on est bon pour la restructuration, ou alors on est bon pour aller premiumiser un lieu? Alors, en fait, nous, on ne prend pas le sujet de la même façon. On a défini des marqueurs pour Pierre et Vacances, et on a dit, en fait, toutes nos destinations, elles doivent respecter un certain nombre de marqueurs. Ce ne sont pas des marqueurs super sophistiqués, hein, c'est localisation. On veut que des localisations premium. Okay. Voilà. On veut des vues. C'est super important. C'est-à-dire qu'on veut que l'endroit où on est, les gens puissent avoir un waouh. Globalement, sur 80% de nos sites, les gens arrivent, ils ouvrent, ils regardent, ils disent waouh. Ça, c'est super important. Les espaces aquatiques qui soient qualitatifs. Et après, en fait, il y a nos équipes sur lesquelles on doit pouvoir les intégrer et proposer le service Pierre et Vacances. Ces marqueurs-là, c'est le point de départ. Quand on ne les a pas, sur les nouveaux destinataires, on ne va pas plus loin. Après, notre objectif, c'est d'ouvrir plus de 5000 nouveaux logements d'ici 2030. Donc, autant dire que l'objectif, il est fort. Donc, dire, moi, je ne veux que des sites mal gérés que je vais rendre ultra rentables. Ouais, tu peux pas avoir... Donc, en fait, ils respectent les critères. Et après, on fait les BP. Nous, on dit maintenant, et ça, c'est ce qu'on a appris du Covid, c'est une belle localisation sur laquelle on ne peut pas gagner d'argent, c'est pas pour nous. Ouais. Donc, ça respecte les critères de Pierre et Vacances, mais on ne peut pas gagner d'argent, je n'y vais pas. Je le laisse à quelqu'un d'autre qui ira perdre de l'argent. Donc, on est très attentif aussi sur cette phase-là. Et comme on a optimisé nos coûts, comme on est très agile, et on arrive sur beaucoup de nos business plans à avoir des sites qui soient rentables. Et comme tu le dis, on récupère des sites mal gérés, on construit des nouvelles destinations, on récupère des sites qui sont bien gérés et sur lesquels on pense qu'on peut faire mieux. Et aujourd'hui, on ajuste à la fois notre directeur et nos fameux task force qui accompagnent la récupération de ces sites pour faire qu'on a la meilleure équipe pour le site concerné. 5000 chances, ça veut dire quoi? C'est 10 acquisitions qu'il faut faire en 3 ans? Ah non, nous on est sur des sites globalement qui font 100, 150 unités, donc c'est beaucoup. Celui qui s'occupe de l'acquisition chez vous, il a du travail? Il n'est pas tout seul, il a beaucoup de travail, il y en a dans tous les pays, mais on a plein de beaux projets en cours et ça fonctionne bien. Je reviens sur l'expérience client, c'est quoi l'expérience client rêvée dans 10 ans sur vos sites? Alors moi je crois beaucoup à l'humain, donc en fait l'IA c'est super, mais c'est là pour répondre aux attentes des clients quand nos équipes ne sont pas là, on ne peut pas les avoir tout le temps. Okay. Mais donc on investit beaucoup dans l'humain. Pour moi, on arrive, quelle que soit la destination Pierre et Vacances, aujourd'hui on y est peut-être à 80%, vous êtes dans un appartement ou dans une chambre d'hôtel où vous dites « Waouh, je suis vraiment dans ce très bel endroit ». Vous avez une équipe disponible quand vous en avez besoin, qui vous apporte le service avec le sourire et vous dites « Waouh, j'ai une équipe qui est là pour m'aider ». Et vous sortez de la résidence ou de l'hôtel et vous allez découvrir une destination où vous dites « Waouh, c'est vraiment un truc super ». En fait, nous, on est là pour faire découvrir des destinations et le faire dans les beaux hébergements avec des équipes qui accompagnent. Et en fait, c'est ultra simple comme objectif, mais c'est tellement compliqué de faire qu'il n'y ait pas ces petits accros, ces petites problématiques. Et c'est le travail aussi qui fait que on est dans une boîte super, c'est que les gens qui sont sur le terrain, c'est des passionnés, des gens qui ont plein d'idées. Et moi, j'adore passer du temps avec ces gens-là parce que en fait, ils me donnent de l'énergie, ils nous donnent des idées et ils font que le Pierre et Vacances, dans 5 ans, ça, c'est la direction. Mais je sais déjà qu'il y aura plein de choses que je n'ai pas en tête qui vont venir des équipes et qu'on va mettre en place et qui vont faire que Pierre et Vacances continuera à avoir cette petite touche spécifique qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de clients qui nous font confiance. Toi qui es passé dans la tech, côté digital, j'ai envie de parler d'IA, de mettre de l'IA de partout. Et j'ai une frustration, c'est les services clients pimpés à l'IA. En tout cas, je trouve ça pour l'instant vraiment pas bon.
J'ai vu sur de l'assurance récemment, j'ai vu chez Booking, où avant il y avait quelqu'un au téléphone, maintenant il n'y a plus. Qu'est-ce que c'est frustrant, qu'est-ce que c'est énervant. Donc je me dis, est-ce que demain ça sera meilleur? Vous, comment vous positionnez sur ce sujet-là? Et quand tu commences à parler, tu te rends compte que c'est une IA et qu'on ne te répond pas. Ah, les boucles. Oh là 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 là. Je suis quelqu'un de très calme, mais j'ai envie de balancer le téléphone contre le mur. Nous, vu que notre objectif, c'est le NPS, c'est le service client, évidemment, dire les coûts ne m'intéressent pas, ce serait faux, parce que c'était une grosse partie de mon boulot pendant 5 ans. Donc, on est très attentif là-dessus. Maintenant, tout ce qu'on fait, on le fait en pilotant avec des KPI. Et le KPI, c'est pas que la rentabilité, le nombre de postes économisés, c'est est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'on mesure la satisfaction du client? Est-ce qu'on mesure le taux de non-complétion parce qu'on n'est pas allé au bout du truc? Donc, on fait des tests sur le service client. On ne le fait pas sur 100%, en mode pilote, POC. Ok, donc de l'AI un petit peu... Voilà, on met de l'AI, on en met franchement partout. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup dans donner à nos équipes, les former, les accompagner pour développer des agents, leur donner en fait des outils qui vont leur permettre d'être plus productifs. Les sujets où on a complètement coupé les équipes pour mettre de l'IA à la place, on y va doucement parce que je suis comme toi en fait. Je crois beaucoup aux smart followers. Et aujourd'hui, prendre l'initiative sur ce sujet-là pour en fait payer les pots cassés. Ouais, exactement. On ne gagne pas d'argent parce qu'au final, on est obligé de faire un rollback, de remettre des équipes, de faire ça en tu baisses ton NPS. Donc moi, on regarde, on écoute beaucoup ce qui se fait, on fait des tests, mais on donne plus et la productivité de nos équipes s'améliore. Et moi, j'ai des équipes partout sur le terrain. Je n'ai pas envie que mes équipes se disent demain, j'ai plus de job. Donc, il faut aussi leur donner un projet d'entreprise. Et on verra dans 5-10 ans avec l'IA, mais aujourd'hui, chez PV, on recrute beaucoup. Donc, je suis content. Tu veux que Airbnb, Booking, c'est 30% des ventes environ sur la plateforme? Ouais, beaucoup moins, ouais. Plutôt 20, ouais. Ok. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un bon signal, c'est de l'incrémental et vous dites bah super en fait parce que le petit jeune qui comptait pas venir chez nous, qui ira sur Booking, tant mieux, ou est-ce qu'en fait ça vient juste cannibaliser de la marge parce qu'ils doivent prendre à 10-15%? Alors, moi je suis ravi, j'adore Airbnb, j'adore Booking parce que globalement le travail qu'ils font, ça donne la visibilité à la catégorie. Nous, on fait beaucoup d'hébergements locatifs, des appartements, des villas. Alors, j'étais déjà à retail, mais quand j'ai pris le job il y a 10-15 ans, personne ne savait ce que c'était en fait. Et grâce à ces marques-là, la catégorie, elle a émergé. Donc, ça nous aide à trouver de nouveaux clients. Et moi, je suis ravi que Booking me fasse venir des clients ukrainiens, polonais, des Tchèques, parce que Pierre et Vacances en Tchéquie, ils ne connaissent pas. Et j'ai beau à être ambitieux, et mon équipe l'est aussi, je ne suis pas sûr que la Tchéquie, on va mettre beaucoup de marketing avant quelques dizaines d'années. Donc, ces plateformes-là, elles nous aident aussi à faire connaître nos produits, nos destinations à des clients qui sont en dehors de nos pays références. Et après, oui, il y a des gens qui utilisent Booking, et s'ils viennent chez Pierre et Vacances, ça leur donne le goût de venir chez Pierre et Vacances. Et nous, notre job, après, c'est de faire l'acquisition, c'est de les convertir, faire qu'ils reviennent chez Pierre et Vacances. Et merci Booking, merci Airbnb pour le travail de faire découvrir notre Pierre et Vacances, nos Pierre et Vacances un peu partout. Si on passe chez vous, c'est moins cher que si on passe sur les plateformes? Oui. Okay. Oui. Petit jeu, j'y crois ou je n'y crois pas. Dans 10 ans, la résidence de tourisme premium aura remplacé l'hôtel pour les vacances en famille. Non, ça ne remplacera pas l'hôtel, mais ça se fera développer, oui. La montée en gamme finira par exclure le cœur historique de votre clientèle. Alors, j'y crois pas du tout. La vente directe est un combat perdu, Booking et Airbnb resteront incontournables. Ah non, pas du tout. Le changement climatique va redessiner la carte touristique européenne, le sud va perdre, le nord va gagner. Le sud va continuer, le nord va évoluer plus positivement, ouais. Dans 15 ans, les vacances d'été 2 à 3 semaines auront disparu pour des vacances d'une semaine? Non. Le vrai luxe demain, c'est l'espace, la nature, pas forcément les 5 étoiles. C'est la localisation. Okay. C'est pas forcément 5 étoiles. Ça, je suis 100% d'accord. Est-ce que le télétravail va transformer les résidences de vacances en lieu hybride travail plus loisir? À la marge. Ça l'a en fait, depuis post-Covid, on a lancé une offre justement sur du télétravail non résident.
ça marche un peu. Les gens restent un peu plus longtemps le week-end, le lundi, le vendredi. Donc oui, ça a un peu changé la manière de consommer, mais les gens passent pas très très peu, une semaine ou 15 jours, ou se balader. Il y a des exemples, hein. Il y a des acteurs qui sont plus sur les clientèles jeunes, avec des clients qui voyagent partout. C'est pas trop notre cœur de cible, nous on est sur les familles, donc ça le change à la marge. Ouais, moi, nous, on y a pensé plusieurs fois. C'est juste qu'en fonction de ton taf, tu peux aussi bloquer. On y revient. Et enfin, les données clients comptera autant, la donnée client, comptera autant dans le tourisme que dans le retail. Ah oui, c'est déjà le cas d'ailleurs. Ok. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tes collaborateurs ? Je veux faire comme d'habitude, je les remercie pour tout le travail qui est fait. Je les remercie pour les 6 ans qui sont passés et je leur dis qu'on a encore beaucoup de travail et qu'ils ont bien raison de rester chez Pierre et Vacances, qu'on va encore beaucoup s'amuser. Quand on est dirigeant, on arrive souvent en dernier dans les recrutements. Enfin, on ne fait pas passer le screening et tout, souvent on est à la fin. Est-ce que toi, tu as tes questions ou tes sujets, la valeur que tu aimes bien vérifier? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que tu as ta patte quand tu arrives sur des derniers tours de profils hyper importants pour la boîte? Alors, en général, mes équipes, elles sélectionnent des très bons profils, donc j'ai rarement des grosses déceptions. Les points, moi, mon travail, c'est aussi faire le selling de la boîte, c'est-à-dire de leur raconter ce que c'est Pierre et Vacances et ce que ce sera Pierre et Vacances dans 5 ans, donc leur donner envie. Et après, ce que je regarde beaucoup, c'est pas les aspects techniques, parce que ça, c'est vu par les équipes, c'est l'envie. C'est-à-dire que moi, je vois que les gens qui réussissent chez nous, c'est des gens qui ont une envie de réussir. Et la compatibilité, je disais, le truc du plaisir, c'est pas un truc qui est juste pour des interviews. En fait, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, est ultra important. Et donc, je ne recrute que des gens avec qui je me vois dîner et passer un bon moment. Les gens où je vais m'ennuyer, je me dis, en fait, ça sert à rien et ils ne sont pas dans l'ADN de la boîte. Donc, c'est aussi un des éléments que je vérifie. Voilà. Donc, typiquement, ça se vérifie aussi facilement que qu'est-ce qui te donne envie de nous rejoindre? En fait, en 3 minutes, quand on discute avec quelqu'un, on sait si la personne, elle est ouverte, si elle est motivée, si elle est dans une logique de coopération, si la personne, elle a une forme d'humilité et qu'elle est là pour aussi passer un bon moment, ou c'est quelqu'un qui a envie de mettre une ligne sur le CV parce que c'est super et que dans 2 ans, il se voit évoluer. Voilà. Donc, c'est opportunistes, c'est pas pour nous. Ok, hyper clair. Dernière question. Si tu devais inviter une personne sur ce podcast, ça serait qui? Mais surtout pour parler de quoi? Qui j'inviterais? J'en inviterais plein. Alors, j'allais dire le DG de CG, mais je pense que tu l'as déjà vu. Sébastien. Oui, j'ai reçu. Donc, il faut que je trouve quelqu'un. Il n'est pas encore sorti, c'est pour ça. Ah, oui, c'est quelqu'un de très bien. Qui je verrais? On parlait tout à l'heure d'Airbnb. J'aime bien Clément qui s'occupe de la France. Et c'est quelqu'un qui a toujours de très bonnes idées, une bonne vision, un profil, une expérience très intéressante. Donc, je pense que ce serait quelqu'un qui apporterait des réponses intéressantes. Avec plaisir, on va regarder. Ouais. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.